Avez-vous déjà observé vos tomates de fleurir sans jamais donner de fruits, ou vos concombres jaunir inexorablement? Internet regorge aussitôt de centaines de solutions miracles, quelques gouttes d'iode, un peu de levure en guise d'engrais, une pulvérisation de lait. On dirait que votre pharmacie et votre cuisine recèlent tous les secrets pour une récolte record. Mais qu'est-ce qui fonctionne réellement? Et qu'est-ce qui n'est qu'un gaspillage de temps et de produits? Nous avons décidé de mettre fin aux conjectures. Dans cette vidéo, nous allons mener une véritable enquête et démasquer les mythes de jardinage les plus tenaces. Nous avons mis en place des groupes de plantes témoins et avons testé sur elles 20 des recettes de grand-mère les plus célèbres. Vous serez étonnés de découvrir lesquelles sont non seulement inutiles, mais peuvent aussi nuire à votre potager. C'est parti pour notre grand dévoilement. Et en première position, nous avons le roi incontesté des mythes de jardinage, l'iode pour stimuler la nouaison. Vous avez sûrement déjà entendu ça? Mettez juste 2 ou 3 gouttes d'iode dans un seau d'eau, vaporisez vos tomates, et vous aurez une profusion de fruits. Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? L'argument avancé est le suivant. L'iode serait un oligo-élément essentiel, censé stimuler le métabolisme de la plante et l'aider à former davantage de fruits. Nous avons donc décidé de vérifier ça par nous-mêmes. Nous avons pris 2 groupes témoins de tomates de pommettes de la même variété, cultivées dans des conditions identiques. Le premier groupe a été traité avec cette fameuse solution miracle. 3 gouttes d'iode de pharmacie pour 10 litres d'eau. L'application s'est faite par pulvérisation foliaire, comme conseillé sur Internet toutes les 2 semaines. Le second groupe, le groupe témoin, était simplement arrosé à l'eau claire. Au début, aucune différence n'était visible. Les 2 groupes fleurissaient à peu près de la même manière. Mais au bout de quelques semaines, nous avons commencé à observer des changements inquiétants, spécifiquement dans le premier groupe, celui à l'iode. Les feuilles des plantes traitées semblaient se déprimer et certaines commençaient même à jaunir légèrement sur les bords. La croissance était clairement ralentie par rapport au groupe témoin. Et le plus important, la quantité de fruits non seulement n'avait pas augmenté, mais elle avait même diminué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. L'iode est effectivement nécessaire aux plantes, mais en dose microscopique, quasi homéopathique. Ces fameuses 2 ou 3 gouttes par seau, c'est déjà une surdose énorme et toxique. La plante subit un stress chimique et en cas d'application racinaire, une brûlure du système racinaire. Elle n'a plus l'énergie pour fleurir et fructifier. Elle met toutes ses forces d'envol dans sa survie. Notre verdict est sans appel. Ce mythe numéro 1 est tout simplement dangereux. Utiliser de l'iode dans les dosages recommandés sur Internet n'augmente pas la nouaison. Au contraire, cela stresse la plante et réduit votre récolte potentielle. Ne risquez pas vos tomates pour un conseil aussi douteux. Passons maintenant au deuxième concurrent de notre classement. La levure, présentée comme un stimulant de croissance universel. La recette de cet élixir miracle circule de forum de jardinage en forum de jardinage. Il suffit de prendre un sachet de levure, d'ajouter un peu de sucre, de diluer le tout dans de l'eau tiède, de laisser reposer puis d'arroser toutes vos plantes sans distinction. On promet une croissance racinaire incroyable, une masse verte luxuriante et par conséquent des récoltes records. À première vue, la logique semble tenir. Les levures sont des champignons vivants qui produisent des vitamines du groupe B et des phytohormones censés stimuler la plante. Pour notre expérience, nous avons utilisé des jeunes plants de poivron que nous avons de nouveau divisés en 2 groupes. Le premier groupe a été arrosé avec cette solution de levure tous les 10 jours. Le second, le groupe témoin, a reçu de l'eau du robinet reposée. Au début, l'effet nous a même donné espoir. Les plants de poivron du groupe levure semblaient effectivement pousser un peu plus vite. Leurs feuilles prenaient une teinte légèrement plus foncée. Nous avons même commencé à nous demander, ce mythe serait-il donc vrai? Mais le plus intéressant a commencé au bout d'1 mois. Les plantules que nous avions nourries à la levure ont commencé à avoir une moins bonne mine. Elles s'étaient étirées, leurs tiges devenaient plus fines et leurs feuilles plus pâles. Pendant ce temps, le groupe témoin se développait de manière homogène, restant robuste et en pleine santé. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est là que réside le principal piège.
Une fois dans le sol, les champignons de levure commencent à se multiplier activement. Et pour leur survie, comme tout organisme vivant, ils ont besoin de nutriments. Ils se mettent alors à absorber avidement le potassium et le calcium présents dans le sol. Autrement dit, au lieu de nourrir nos plantes, nous leur avons introduit des millions de concurrents affamés. La plante souffre alors d'une grave carence en éléments essentiels, pourtant cruciaux pour la robustesse des tiges et le développement du système racinaire. Notre verdict est sans appel. L'engrais à base de levure est un mythe qui produit l'effet inverse de celui recherché. Loin de fertiliser, vous appauvrissez le sol, privant vos plantes de potassium et de calcium. La poussée de croissance éphémère laisse place à la famine et à l'affaiblissement des jeunes pousses. Cette recette, c'est direct à la poubelle. Mythe numéro 3, l'aspirine pour l'immunité des plantes. On dirait presque de la science-fiction. On pense que l'aspirine, ou plus précisément l'acide acétylsalicylique, agit sur les plantes comme un vaccin. Vaporisez-le sur vos tomates ou concombres et ils activeraient, soi-disant, des mécanismes de défense interne, devenant ainsi invulnérables aux maladies fongiques comme le mildiou ou l'oïdium. En effet, il existe une base théorique à cela. L'acide salicylique est une véritable hormone végétale qui joue un rôle dans la réponse immunitaire. Nous avons donc décidé de vérifier s'il était possible, à l'aide d'un simple comprimé de pharmacie, de transformer une tomate ordinaire en super-héros. Nous avons de nouveau constitué 2 groupes de plantes. L'un était régulièrement pulvérisé toutes les 1 à 2 semaines avec une solution d'aspirine, un comprimé pour 5 litres d'eau. Le second groupe n'a reçu aucun soutien médicamenteux. Nous avons délibérément créé dans la serre des conditions favorables au développement des champignons, une humidité légèrement accrue et un régime d'aération loin d'être idéal. Qu'avons-nous constaté? Eh bien, rien du tout, absolument rien. Lorsque le moment est venu, les premiers signes de mildiou sont apparus sur les 2 groupes presque simultanément. La vaccination à l'aspirine n'a apporté aucune protection visible à nos plantes. De plus, après le séchage des gouttes, des taches blanchâtres à peine perceptibles sont restées sur les feuilles du groupe traité, taches qui, à forte concentration, auraient pu provoquer des brûlures. Où est le piège? Premièrement, l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé n'est pas tout à fait la même chose que l'hormone pure produite par la plante. Deuxièmement, même si une certaine stimulation a lieu, elle est si insignifiante qu'elle ne peut pas faire face à une infection réelle. La prévention des maladies, c'est avant tout un arrosage correct, une bonne circulation de l'air et un sol sain et non la pulvérisation de comprimés. Verdict: l'aspirine pour l'immunité des plantes est, pour la plupart, un pur effet placebo pour le jardinier lui-même. Vous faites quelque chose et croyez que cela aide. En réalité, vous ne faites que perdre votre temps et votre aspirine. Le mythe est donc démenti. Passons au 4e mythe, le plus sucré de tous dans tous les sens du terme, le sucre pour des fruits plus doux. La logique de cette astuce semble imparable. Vous voulez des tomates, des pastèques ou des fraises plus sucrées. Donnez-leur du sucre. Les experts d'Internet suggèrent de saupoudrer le sol autour des plantes avec du sucre en poudre ou de les arroser avec de l'eau sucrée. L'idée serait que les racines absorbent ce glucose qui irait directement dans les fruits pour les rendre délicieusement mielleux. Pour cette expérience, nous avons choisi des fraises. Nous avons arrosé une parcelle régulièrement, 1 fois par semaine avec une solution sucrée, 1 cuillère à soupe de sucre par litre d'eau. La parcelle voisine, notre groupe témoin, n'a eu droit qu'à de l'eau simple. Nous avons attendu la maturation des baies et organisé une dégustation à l'aveugle. Et le verdict? Aucune différence de goût. Les fruits des 2 parcelles étaient tout aussi sucrés, leur douceur dépendant davantage de l'ensoleillement et d'un arrosage adéquat. Aucun dégustateur n'a pu identifier quelle fraise avait grandi sous un régime sucré. Mais ce n'est pas tout. Nous avons remarqué autre chose. Sur la parcelle arrosée au sucre, nous avons vu apparaître beaucoup plus de fourmis. Le sirop sucré les avait attirées de tout le jardin. Et comme chacun sait, les fourmis sont souvent suivies des pucerons. Expliquons pourquoi cela ne fonctionne pas.
Les plantes utilisent effectivement des sucres pour leur nutrition, mais elles ne les absorbent pas telles quelles par leurs racines depuis le sol. Elles les produisent à elles-mêmes via la photosynthèse, en utilisant la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone. Quand vous versez du sucre dans la terre, vous ne nourrissez pas la plante. Vous nourrissez les micro-organismes du sol, les champignons, et comme dans notre cas, vous attirez les nuisibles. Dans le pire des cas, un excès de sucre pourrait même perturber le fonctionnement du système racinaire. Notre verdict est clair, le mythe de l'apport de sucre pour des fruits plus doux est une ineptie totale. Le goût de vos légumes et de vos fruits dépend de la variété, de l'ensoleillement et des bonnes pratiques agricoles, et non du contenu de votre sucrier. Non seulement cette méthode est inutile, mais elle risque en plus de vous créer des problèmes supplémentaires avec les parasites. Et maintenant, parlons de la hantise de tous les cultivateurs de tomates, le mildiou. Et du mythe numéro 5, le lait et le petit lait comme panacée contre ce fléau. Ce conseil se transmet de génération en génération. Les recettes varient. Certains suggèrent de diluer le lait avec de l'eau, d'autres d'utiliser du petit lait, parfois avec l'ajout d'une goutte d'iode pour en renforcer l'effet. L'idée, assure-t-on, est que les bactéries lactiques créent sur les feuilles un environnement hostile aux champignons, et qu'une pellicule grasse issue du lait empêcherait physiquement les spores du mildiou de germer. Nous avons décidé de tester cette méthode de grand-mère en conditions réelles. Nous avions 2 parterres de tomates en plein air. Le temps était humide, idéal pour le développement du mildiou. Le premier parterre, nous l'avons assidûment, après chaque pluie, pulvérisé avec une solution de petit lait et d'eau dans une proportion de 1:10. Le second, notre parterre témoin, fut laissé à son sort ne comptant que sur l'immunité naturelle des plantes. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est avéré que le mildiou, malheureusement, ne lit pas les forums de jardinage. Il a touché les 2 parterres, et la vitesse de sa propagation était pratiquement identique. Notre protection lactée n'a pas réussi à stopper la maladie. Les feuilles noircissaient et nous avons dû d'urgence recourir à de véritables fongicides éprouvés pour sauver une partie de la récolte. Voyons pourquoi cela ne fonctionne pas. Premièrement, les bactéries lactiques à la surface des feuilles sont très éphémères. La première bonne pluie, ou même une rosée abondante, les emporte sans laisser de traces. Deuxièmement, cette fameuse pellicule protectrice est un mythe. Elle est si fine et instable qu'elle ne peut constituer une barrière sérieuse contre les spores agressifs du champignon. De plus, le lait et le petit lait sont des protéines, un excellent milieu nutritif. Et au lieu de protéger contre le mildiou, vous risquez de provoquer le développement d'autres champignons sur les feuilles, comme les fumagines par exemple. Verdict, l'utilisation de lait et de petit lait contre le mildiou est une illusion. Cette méthode n'offre aucune protection réelle. La prévention du mildiou passe par de bonnes pratiques culturales, et si les conditions sont difficiles, par l'application opportune de produits spécialisés et non de produits sortis de votre réfrigérateur. Passons au point suivant. Mythe numéro 6. La peau de banane, une super source de potassium. Cette astuce fait fureur chez les adeptes du jardinage biologique. Vous avez sans doute déjà croisé des vidéos où des blogueurs enthousiastes enterrent des peaux de banane au pied de leurs rosiers, de leurs tomates ou de leurs poivrons. Ils affirment que c'est un excellent apport de potassium naturel et gratuit, un élément si essentiel pour la floraison et la fructification. Certains poussent même le concept plus loin. Ils sèchent les peaux, les réduisent en poudre ou en font des infusions pour l'arrosage. Nous avons voulu vérifier si ces peaux jaunes recelaient tant de bienfaits. Pour cette expérience, nous avons choisi des rosiers. Sous un premier groupe de rosiers, nous avons enterré des peaux de bananes fraîches, comme recommandé dans la plupart des tutoriels. Sous un deuxième groupe, nous avons mis cette fameuse poudre de peau séchée. Et un troisième groupe, témoin, a grandi sans aucun apport de banane. Nous les avons observés tout au long de la saison de floraison. Le résultat, pour être honnête, ne nous a pas surpris. Les 3 groupes de rosiers ont fleuri de manière absolument identique. Nous n'avons constaté
aucune explosion de couleurs, aucune profusion florale promise par les adeptes de cet amendement bananier dans les deux premiers groupes. La taille des fleurs, leur nombre, la durée de la floraison, tout était dans la norme pour cette variété, sans la moindre différence notable. Alors, où est le hic? Oui, la peau de banane contient effectivement du potassium, mais il y a deux mais majeurs. Premièrement, sa concentration n'est pas si élevée, bien inférieure à celle du plus simple des engrais potassiques, comme la cendre de bois par exemple. Deuxièmement, et c'est le point crucial, pour que ce potassium devienne assimilable par la plante, la peau doit être entièrement décomposée, c'est-à-dire se putréfier. Ce processus prend des mois dans le sol. Quand vous enterrez une peau fraîche, vous posez en quelque sorte une bombe à retardement, qui ne fera peut-être effet que la saison prochaine. Et pendant qu'elle se décompose, elle peut attirer des nuisibles et même favoriser le développement de bactéries putréfiantes. Verdict: la peau de banane en tant que source de potassium est un mythe à l'efficacité très limitée. Les bénéfices immédiats sont quasiment nuls. Il est bien plus simple et fiable d'utiliser de la cendre de bois classique ou des engrais minéraux spécialisés pour apporter du potassium. Quant aux peaux de banane, mieux vaut les envoyer au compost, où elles deviendront effectivement, avec le temps, un excellent amendement. Passons au mythe numéro 7. Le marc de café pour aérer le sol et repousser les nuisibles. Amateurs de café, réjouissez-vous. Internet nous assure qu'il ne faut pas jeter le marc de café usagé. Il s'agirait d'un produit miracle 3 en 1. Premièrement, il rend le sol plus léger et aéré. Deuxièmement, il l'acidifie, ce qui est bénéfique pour les hortensias ou les myrtilles. Et troisièmement, son odeur éloignerait les nuisibles, tels que les limaces, les escargots et même les fourmis. Nous avons récolté une bonne quantité de marc de café séché et avons décidé de vérifier ces 3 affirmations. Pour tester l'aération, nous avons incorporé du marc dans le sol d'une parcelle de carottes, laissant la parcelle voisine comme témoin. Pour vérifier l'effet irrépulsif, nous avons formé un anneau de marc autour de plusieurs pieds de hosta, très apprécié des limaces. Qu'avons-nous constaté au final? Commençons par l'aération. Après plusieurs arrosages, le marc de café dans le sol s'est compacté en une croûte dense qui, au contraire, empêchait l'accès de l'air aux racines. L'effet obtenu fut diamétralement opposé à celui promis. Concernant l'acidification, oui, le marc frais a une réaction acide, mais après utilisation, il devient pratiquement neutre. Pour modifier sérieusement l'acidité du sol, il faudrait des tonnes et non des kilogrammes. Et enfin, les nuisibles. Limaces et escargots ont traversé nos barrières de marc de café avec une indifférence totale, continuant de dévorer les feuilles de hosta avec appétit. L'odeur ne les a nullement dérangés. Pourquoi un tel constat? Le marc de café est une fraction organique très fine. Sec, il ressemble à de la poussière, et une fois mouillé, il s'agglomère comme du ciment. Il ne crée pas de structure, mais obstrue les pores du sol. Quant à l'odeur, pour les nez délicats des nuisibles, elle n'est visiblement pas aussi effrayante qu'il n'y paraît. Le seul avantage du marc de café est sa lente décomposition et sa transformation en compost. Mais pour cela, il faut l'incorporer en très petite quantité et le mélanger soigneusement avec d'autres matières organiques. Verdict: le marc de café, en tant que remède universel pour le jardin, est un mythe fortement exagéré. Il n'aère pas le sol, mais le cimente, n'a pratiquement aucun impact sur l'acidité et ne repousse pas les nuisibles. Sa meilleure utilisation est le tas de compost et non les parcelles de culture. Passons maintenant au mythe numéro 8 de notre collection. Les coquilles d'œufs, source de calcium. C'est un conseil vieux comme le monde. N'importe quel jardinier vous le dira. Ne jetez pas les coquilles, ramassez-les, séchez-les, réduisez-les en poudre et épandez-les sur vos cultures, surtout au pied des tomates, pour les prémunir de la pourriture apicale. Cette dernière étant, comme chacun sait, une conséquence directe d'un manque de calcium. La logique semble implacable. Les coquilles sont riches en carbonate de calcium, on les incorpore au sol, la plante l'assimile, problème résolu. Nous avons donc consciencieusement collecté nos coquilles tout l'hiver.
Une partie a été réduite en poudre quasi impalpable dans un moulin à café, tandis que l'autre a été simplement pilée au mortier pour obtenir de petits bêtes fragments. Lors de la plantation, nous avons incorporé cette farine sous un premier groupe de tomates. Sous le deuxième, nous avons mis les morceaux plus gros. Un troisième groupe, le groupe témoin, a été cultivé sans aucun apport de coquilles. Puis, nous avons attendu les résultats. Les résultats, prévisibles pour tout agronome, risquent cependant de surprendre bien des jardiniers amateurs. La pourriture apicale, même si ce n'était qu'en faible quantité, est apparue sur les fruits des trois groupes. Nous n'avons constaté aucune différence entre les plants mandés avec les coquilles et les plants témoins. Nos plantes n'ont tout simplement pas remarqué notre apport. Alors, pourquoi un tel échec? Il est vrai que la coquille d'œuf est presque entièrement composée de carbonate de calcium pur. Cependant, c'est un composé chimique extrêmement dur et stable. Pour qu'il commence à se décomposer dans le sol et à se transformer en une forme assimilable par les racines des plantes, il faut des années, voire des décennies. Même réduite en poudre fine, la coquille restera inerte dans la terre pendant une très très longue période. Quand vos tomates montrent des signes de carence en calcium, elles ont besoin d'une aide immédiate, ici et maintenant. Elles réclament un calcium rapidement soluble et facilement assimilable, comme celui que l'on trouve dans une solution de nitrate de calcium, par exemple. Le verdict est sans appel. Utiliser les coquilles d'œufs comme source de calcium d'urgence est un mythe absolument infondé et inutile. C'est un amendement à libération tellement lente que votre récolte n'en verra tout simplement jamais les bénéfices. Les seules applications réellement valables pour les coquilles seraient de les intégrer au compost pendant plusieurs années ou de les utiliser en petite quantité pour alléger le substrat de vos semis. Mais pour la pourriture apicale, elles ne vous seront d'aucune aide, c'est une certitude. Voici le 9e mythe, tout droit venu des remèdes de grand-mère, le fait d'enduire les plaies de taille avec de la zelionka, cet antiseptique vert russe. Cette pratique est particulièrement répandue lors de la taille des arbres, des arbustes ou par exemple lors de l'élimination des gourmands de tomates. La logique est simple. Si la zelionka désinfecte les éraflures sur le genou d'un enfant, alors elle désinfectera tout aussi bien la blessure sur la plante, la protégeant ainsi des infections, champignons et bactéries. C'est bon marché, simple et toujours à portée de main. Nous avons décidé de vérifier cela sur un pommier lors de la taille printanière. Nous avons fait plusieurs coupes de diamètre égal. L'une de ces coupes, nous l'avons traitée avec cet antiseptique vert. La deuxième, avec un mastic agrafé spécial, comme le veulent les règles agronomiques. Et la troisième coupe, nous l'avons laissée sans aucun traitement, afin d'observer comment elle cicatriserait naturellement. Nous avons alors commencé à suivre le processus de régénération. Qu'avons-nous constaté? La coupe traitée avec le mastic agrafé a commencé à se refermer lentement et proprement sur les bords, formant un cale, un tissu végétal spécial. La coupe non traitée a également commencé à cicatriser, bien qu'un peu plus lentement, et sa surface s'était légèrement asséchée. Mais la coupe que nous avions enduite de zelionka était la pire de toutes. Les bords avaient noirci et le bois alentour semblait avoir subi une brûlure chimique. Le processus de cicatrisation y était le plus lent. Mais quel est le problème? La zelionka est une solution alcoolisée. Et cet alcool est tout simplement fatal pour les tissus végétaux vivants. Lorsque vous l'appliquez sur une coupe fraîche, vous cautérisez littéralement les cellules vivantes, les tuant sur le coup. La plante doit dépenser une énergie supplémentaire, d'abord pour gérer les conséquences de cette brûlure et seulement ensuite pour commencer le processus de cicatrisation. Oui, la zelionka tue les microbes en surface, mais le prix de cette désinfection est l'endommagement de la plante elle-même. Les mastiques ou baumes cicatrisants modernes ne contiennent pas d'alcool et créent une pellicule protectrice élastique qui n'entrave pas le processus de régénération. Notre verdict est clair. Utiliser la zelionka pour traiter les coupes est un mythe néfaste. Loin d'aider la plante, vous lui infligez une brûlure chimique, ralentissant ainsi la cicatrisation de sa blessure. Pour ses besoins, il existe des produits spécifiques et sûrs pour les plantes.
Quant à la zelianka, il est préférable de la garder pour les humains. Le 10e mythe est l'un des plus radicaux et dangereux. L'utilisation du sel pour désherber. Ce conseil revient souvent dans les discussions sur la manière d'éliminer les plantes indésirables sur les allées, dans les fissures entre les dalles ou même au potager. La recette est d'une simplicité enfantine. Saupoudrer les mauvaises herbes de sel de cuisine ordinaire ou arroser-les d'une solution saline très concentrée. Elles jauniront et dépériront rapidement. Et c'est un fait. Elles mourront bel et bien. Mais à quel prix? Nous nous sommes lancés dans cette expérience risquée sur une petite parcelle spécialement dédiée. Une partie de l'allée, fortement envahie par les mauvaises herbes, a été saupoudrée de sel. Le segment adjacent a été laissé comme zone témoin. Le résultat fut rapide et impressionnant. En seulement quelques jours, toute la végétation de la zone traitée avait jauni et séché. La méthode semblait fonctionner à merveille. Mais les problèmes n'ont pas tardé à apparaître. La pluie est arrivée, une partie du sel a été lessivée de l'allée vers le bord de la parcelle de culture la plus proche. Et peu après, les plantes cultivées de cette parcelle ont elles aussi commencé à jaunir et à dépérir. Nous avons alors assisté à ce que les agronomes appellent la salinisation du sol. Le sel, ou plus précisément le chlorure de sodium, est un véritable poison pour la plupart des plantes. Il perturbe leur équilibre hydrique, les empêche d'absorber les nutriments et littéralement, il aspire l'eau de leurs racines. Une terre ainsi empoisonnée par le sel devient stérile pour de longues années. Rien n'y pousse, hormis les adventices les plus résistantes. Pour restaurer la fertilité d'un tel sol, des années et des efforts considérables seront nécessaires. En somme, en salant le sol, vous recréez en miniature l'effet des guerres antiques, où les vainqueurs répandèrent du sel sur les terres des vaincus pour les condamner à la famine. Verdict. Le sel tue effectivement les mauvaises herbes, mais il tue aussi tout le reste. C'est une véritable politique de la terre brûlée, qui transforme un sol fertile en un désert mort et improductif. Ce mythe n'est pas seulement nocif, il est carrément dévastateur pour votre potager. Il existe des dizaines de méthodes sûres pour lutter contre les mauvaises herbes, du désherbage manuel à l'utilisation d'herbicides sélectifs. Ne jamais, sous aucun prétexte, utiliser du sel sur votre terrain, si vous ne voulez pas le transformer en un sol stérile et salin. Passons au mythe numéro 11, le savon de Marseille contre les pucerons. C'est sans doute l'une des recettes de grand-mère les plus anciennes et les plus répandues pour lutter contre les nuisibles. Presque tous les jardiniers amateurs ont, au moins une fois, râpé un morceau de savon brun, l'ont dilué dans l'eau et ont pulvérisé les plantes infestées. On considère que la solution savonneuse est un moyen bon marché, accessible et surtout écologique qui détruit efficacement les pucerons sans nuire à la plante. Nous avons trouvé un pied de groseillier dont les jeunes pousses étaient complètement envahis par les pucerons et avons décidé de mettre cette méthode à l'épreuve. Nous avons préparé la solution classique, nous avons râpé environ 20 à 30 grammes de savon de Marseille pour 1 litre d'eau et l'avons mélangé soigneusement. Ensuite, nous avons généreusement pulvérisé les branches infestées de manière à ce que chaque puceron soit littéralement noyé dans notre solution. Les branches témoins, tout aussi infestées, ont été laissées intactes. Qu'avons-nous constaté le lendemain? Le résultat était là. La majeure partie des pucerons sur les branches traitées avaient péri. Les colonies de nuisibles s'étaient visiblement éclaircies. La méthode avait bel et bien fonctionné. Mais comment? Il n'y a pas de magie ni de chimie complexe ici. Le secret réside dans une simple action physique. La solution savonneuse, en séchant, crée une fine pellicule sur le corps de l'insecte. Cette pellicule obstrue les spiracles, ces minuscules orifices par lesquels les insectes respirent. En conséquence, le puceron meurt par asphyxie. De plus, le savon dissout la couche cireuse protectrice sur le corps du nuisible, le rendant ainsi plus vulnérable. Cependant, cette méthode a aussi ses inconvénients. Premièrement, elle ne fonctionne qu'en contact direct. Autrement dit, vous devez littéralement atteindre chaque nuisible. Ceux qui se sont cachés au revers des feuilles survivront.
Deuxièmement, la solution peut également nuire aux insectes utiles comme les coccinelles. Et troisièmement, une solution trop concentrée peut brûler les jeunes feuilles des plantes. Notre verdict, le savon de Marseille contre les pucerons n'est pas un mythe, mais une méthode d'action par contact qui fonctionne. Elle est efficace lorsque le nombre de nuisibles est faible et nécessite une application minutieuse. Mais ne la considérez pas comme une panacée universelle et absolument sûre. Respectez toujours la concentration et n'oubliez pas que vous pourriez également nuire à la faune auxiliaire de votre jardin. Mythe numéro 12, le permanganate de potassium, remède miracle pour tout désinfecter. Le permanganate de potassium, souvent appelé simplement permanganate, est un autre vestige de la trousse à pharmacie des datchas d'antan. On conseillait d'utiliser sa solution rose foncé pour arroser le sol avant les semis afin de le désinfecter, y faire tremper les graines pour les protéger des maladies et même pulvériser les plantes atteintes d'oïdium. On le considérait comme un antiseptique universel, capable d'éliminer toute infection au jardin et au potager. Nous avons décidé de tester les 3 méthodes d'application les plus populaires du permanganate. Premièrement, nous avons fait tremper un lot de graines de concombre dans sa solution et un autre lot dans de l'eau ordinaire. Deuxièmement, nous avons arrosé la terre d'un des bacs à semis avec une solution de permanganate, laissant le second avec de la terre non traitée. Et troisièmement, nous avons pulvérisé un pied de courgette atteint d'oïdium en laissant un pied voisin comme témoin. Quels sont les résultats? Commençons par les graines. Le taux de germination était absolument identique dans les 2 groupes. Le permanganate n'a eu aucune incidence sur la vitesse ou le pourcentage de germination. Ensuite, le sol. Après avoir repiqué les jeunes plants dans les 2 bacs, nous n'avons constaté aucune différence dans leur développement. Des cas isolés de fonte des semis, maladie du collet, sont apparus dans les 2 conteneurs. Et enfin, l'oïdium. La pulvérisation de permanganate a eu un effet très faible et de courte durée. Le voile blanc a légèrement pâli mais n'a pas disparu, et après quelques jours, la maladie a continué de progresser avec la même intensité. Pourquoi ces résultats? Le permanganate est un puissant oxydant. Il tue effectivement les bactéries et les champignons par contact direct. Cependant, une fois dans le sol, il réagit presque instantanément avec la matière organique et se décompose en composés inactifs. Il est donc impossible de désinfecter un volume de terre significatif de cette manière. Vous ne faites qu'en colorer la couche superficielle. Lors du trempage des graines, il peut tuer les agents pathogènes à la surface, mais il est incapable d'éliminer une infection à l'intérieur de la graine. Et pour lutter contre l'oïdium, sa concentration est insuffisante pour détruire le mycélium du champignon qui a déjà pénétré les tissus de la feuille. Verdict: l'efficacité du permanganate au jardin est largement surestimée. C'est un antiseptique faible et instable. Pour le traitement des semences, la désinfection du sol et la lutte contre les maladies, il existe aujourd'hui des préparations spécialisées modernes, bien plus fiables et efficaces. Le permanganate est plus une tradition qu'un outil réellement efficace. Passons au 13e mythe, celui qui pique la curiosité et s'annonce prometteur, l'ammoniac comme source d'azote. Ce conseil est particulièrement populaire pour tenter de ranimer les concombres jaunis ou les jeunes plants chétifs. La logique est simple, l'ammoniac est une solution aqueuse d'ammoniac. L'ammoniac est un composé azoté. L'azote est l'élément principal responsable de la croissance de la masse végétale. Par conséquent, arroser ou pulvériser avec une solution d'ammoniac serait un apport d'azote rapide et économique. Pour notre expérience, nous avons pris 2 plants de concombre tout aussi chétifs et d'un vert pâle. L'un d'eux a été arrosé au pied avec une solution d'ammoniac, une cuillère à soupe pour 10 litres d'eau. Le second plant a été fertilisé avec un engrais azoté standard, l'urée, à la même concentration en principe actif. Qu'avons-nous constaté? L'effet fut rapide et bien réel. Le plant arrosé à l'ammoniac a visiblement reverdi et a repris sa croissance en quelques jours seulement. À première vue, le mythe semblait confirmé. Cependant,
Le plan fertilisé à l'urée a montré un résultat identique, voire supérieur. Lui aussi est devenu vert foncé et a commencé à développer activement de nouvelles feuilles. Alors, où est le piège et faut-il vraiment utiliser l'ammoniac? Le hic réside dans les détails. Oui, l'ammoniac contient bien de l'azote sous une forme ammoniacale facilement assimilable. La plante l'absorbe rapidement, d'où cet effet visuel immédiat. Mais il y a plusieurs bémols. Premièrement, l'ammoniac est une substance très volatile. Pendant que vous préparez la solution, que vous la transportez vers le plant et que vous arrosez, une grande partie de l'azote s'évapore simplement dans l'air. Vous fertilisez l'atmosphère, pas la plante. Deuxièmement, l'ammoniac de pharmacie est une source d'azote extrêmement instable et peu concentrée comparée à n'importe quel engrais industriel, comme le nitrate d'ammonium ou l'urée. Et troisièmement, en cas de dosage incorrect ou de contact direct avec les feuilles, une solution concentrée peut provoquer de graves brûlures chimiques. Verdict, l'ammoniac peut effectivement servir d'apport d'azote d'urgence, mais il ne s'agit pas d'un mythe, mais plutôt d'une utilisation inefficace et irrationnelle du principe actif. Vous obtenez un résultat instable, perdez la majeure partie de l'azote et risquez de brûler vos plantes. Pour la fertilisation, utilisez des engrais azotés spécialisés et bien plus simples, plus sûrs et ramenés au principe actif moins cher. 14e mythe, les croûtes de pain comme engrais. Vous avez sûrement entendu dire qu'il ne faut pas jeter le vieux pain. L'idée est de le faire tremper, de le laisser fermenter, puis d'arroser les plantes avec le liquide obtenu. Ce serait un engrais organique censé stimuler incroyablement la fructification. La logique semble simple. Le pain contient des glucides, des vitamines, et il favoriserait la prolifération d'une microflore bénéfique dans le sol. Pour vérifier cette théorie, nous avons préparé un macérat de pain, un mélange fermenté de pain de seigle et d'eau. Nous avons arrosé un groupe de courgettes avec cette préparation. Un autre groupe recevait de l'eau ordinaire et des apports nutritifs standards. Voici ce que nous avons constaté. Les courgettes arrosées avec notre macérat de pain n'ont montré aucun avantage significatif. Pire encore, cette solution a attiré de nombreux insectes, et ce qui est vraiment désagréable, une odeur aigre assez forte s'est répandue sur tout le potager. Alors, pourquoi cet engrais à base de pain ne fonctionne-t-il pas? Vous vous souvenez de ce que nous disions à propos de la levure? C'est une situation similaire ici. En faisant tremper le pain, vous créez un milieu de culture idéal pour les levures, les moisissures et diverses bactéries de putréfaction. Ces organismes, en se multipliant, libèrent certes certaines substances utiles, mais en même temps, ils consomment activement les nutriments présents dans le sol, entrant en compétition avec les racines de vos plantes. L'azote et le potassium contenus dans le pain sont libérés très lentement, et la majeure partie est consommée par la microflore en pleine prolifération. Au final, vos plantes ne reçoivent pas d'apport nutritif significatif, et vous vous retrouvez avec un potager qui sent l'alcool fermenté et attire les nuisibles. Notre verdict est clair, utiliser le pain comme engrais est une méthode très peu efficace et discutable. Ses bénéfices sont minimes, tandis que les risques d'attirer les parasites et de favoriser le développement d'une microflore putréfiante sont considérables. Le vieux pain ferait mieux d'être donné aux animaux ou mis au compost, mais certainement pas utilisé pour l'arrosage direct de vos cultures. Le 15e mythe que nous allons aborder semble très scientifique et moderne. L'eau oxygénée pour l'aération des racines. Certains experts affirment que si vous avez trop arrosé vos semis ou une plante d'intérieur, il faut d'urgence l'arroser avec une solution de peroxyde d'hydrogène. La logique avancée est la suivante. Au contact du sol, le peroxyde se décompose en eau et en oxygène atomique. Cet oxygène est censé saturer le terreau gorgé d'eau, sauvant ainsi les racines asphyxiées de la pourriture. L'eau oxygénée est également conseillée pour la pulvérisation foliaire, prétendument pour désinfecter et stimuler la croissance des plantes. Nous avons décidé de soumettre des semis de tomates à un test de stress. Nous avons délibérément inondé 2 pots d'eau jusqu'à ce que le substrat devienne un véritable marécage. 24 heures plus tard, alors que les plantes étaient déjà flétries et souffraient visiblement d'asphyxie,
Nous avons arrosé un des pots avec une solution faible d'eau oxygénée de pharmacie, 2 cuillères à soupe par litre d'eau. Le second pot, nous l'avons simplement laissé tranquille, arrêtant l'arrosage. Qu'avons-nous constaté? La plante traitée à l'eau oxygénée a en effet montré un léger regain de vitalité. Ses feuilles se sont légèrement redressées, mais la plante du pot témoin, dès que la couche superficielle du terreau a commencé à sécher, a également commencé à se remettre. La différence était présente, mais loin d'être spectaculaire. La réaction chimique a bien lieu. Lors de l'arrosage, le sol frémit légèrement, libérant de l'oxygène. Mais cet oxygène ne suffit que pour quelques minutes, n'aérant qu'un minuscule volume de terre autour des racines. Cela ne résout en rien le problème fondamental, l'excès d'eau dans le pot. De plus, le peroxyde d'hydrogène est un puissant oxydant. Il ne tue pas seulement les bactéries anaérobies nuisibles, mais aussi toute la microflore bénéfique du sol, essentielle pour aider les racines à assimiler les nutriments. En usage régulier, vous risquez de rendre votre terre stérile et inerte. Quant à la pulvérisation sur les feuilles, avec une concentration inappropriée, elle peut facilement provoquer des brûlures chimiques. Notre verdict: l'eau oxygénée peut offrir un effet de réanimation temporaire pour une plante inondée, mais ce n'est absolument pas une panacée. Elle ne remplace en aucun cas un arrosage approprié et un bon drainage. À n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, et surtout jamais de manière régulière. C'est plus un électrochoc ou un coup de fouet pour la plante qu'un véritable remède. Il est bien plus efficace de simplement aérer le substrat et de le laisser sécher. Passons maintenant au 16e mythe, un mythe parfumé et plein de promesses, les pelures d'oignon contre tous les nuisibles. La décoction de pelures d'oignon est souvent présentée comme un insecticide et un fongicide doux et polyvalent. On dit que son odeur repousse les pucerons, les tétraniques, araignées rouges et la mouche de la carotte, et que les phytoncides qu'elle contient inhibent le développement des maladies fongiques. La recette est simple: faire bouillir les pelures dans de l'eau, laisser infuser, filtrer et vaporiser tout ce qui a besoin de protection. Nous avons donc préparé une décoction concentrée de pelures d'oignon et avons décidé de la tester sur 2 des principaux ennemis du jardinier, les pucerons qui attaquaient les jeunes pousses de rosier et les tétraniques qui commençaient à apparaître sur les aubergines de notre serre. Nous avons généreusement pulvérisé les plantes affectées, en veillant à atteindre les nuisibles et le dessous des feuilles. Alors, quel a été le résultat? Commençons par les pucerons. Immédiatement après le traitement, une partie des insectes a visiblement été simplement emportée par le jet de la décoction. Mais dès le lendemain, les survivants continuaient tranquillement leur festin. Nous n'avons constaté aucun effet répulsif ou destructeur sur la colonie. L'histoire, avec les tétraniques, était encore plus triste. Ces nuisibles n'ont absolument pas réagi à notre traitement parfumé. Ils ont continué à tisser leur toile et à sucer la sève des feuilles d'aubergine, comme si de rien n'était. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Les phytoncides contenus dans l'oignon possèdent effectivement des propriétés bactéricides, mais ils sont très volatiles et instables. Dans une décoction aqueuse, leur concentration est bien trop faible pour causer des dommages significatifs aux insectes ou aux champignons. Quant à l'odeur censée repousser les nuisibles, elle s'évapore littéralement en 1 heure. Le seul véritable avantage de la décoction de pelures d'oignon est un léger apport foliaire en oligo-éléments, notamment en carotène, ce qui lui donne cette jolie couleur dorée. Mais en tant que moyen de protection, c'est un remède extrêmement faible, presque inefficace. Verdict: la décoction de pelures d'oignon comme remède contre les nuisibles et les maladies est un mythe. Son efficacité est proche de 0. Ne gaspillez pas votre temps à la préparer dans l'espoir de protéger votre jardin. Pour lutter contre les pucerons et les tétraniques, des méthodes beaucoup plus efficaces sont nécessaires. Le mythe numéro 17 est à la fois simple et radical: l'eau bouillante contre les fourmis et les mauvaises herbes. Cette méthode est perçue comme un summum d'efficacité. Pourquoi utiliser des produits chimiques quand la simple physique peut faire le travail?
Repérez une fourmilière ou une zone envahie par des mauvaises herbes tenaces, faites bouillir une bouilloire d'eau et versez là-dessus. Mort immédiate garantie pour tout organisme vivant à l'endroit ciblé. C'est bon marché, rapide et à première vue écologique. Nous avons décidé de tester cette méthode sur une fourmilière installée au milieu d'une pelouse et sur un tronçon d'allée envahi par les pissenlits. Nous avons soigneusement versé l'eau bouillante sur la fourmilière et les mauvaises herbes, en veillant à ne pas toucher les plantes cultivées. Le résultat fut prévisible et impitoyable. Les mauvaises herbes ont été instantanément cuites. Leurs feuilles ont noirci et se sont affaissées. Les fourmis touchées par l'eau chaude ont péri. Le problème semblait réglé. Mais que s'est-il passé ensuite? À l'emplacement de la fourmilière, une large plaque de gazon est apparue avec de l'herbe brûlée et morte. La restauration du gazon à cet endroit a pris un temps considérable. Quant aux pissenlits, bien que leur partie aérienne ait succombé, quelques semaines plus tard, ils ont commencé à repousser depuis leurs racines puissantes, profondément ancrées dans le sol. L'eau bouillante n'avait tout simplement pas réussi à chauffer le sol suffisamment en profondeur pour les éliminer totalement. Mais le principal dommage causé par cette méthode se cache sous terre. L'eau bouillante n'est pas une arme sélective. Elle tue absolument tout, les habitants nuisibles comme les auxiliaires du sol. Les vers de terre, essentiels pour aérer la terre, les micro-organismes bénéfiques qui transforment la matière organique et rendent les nutriments accessibles aux plantes, tous périssent dans le rayon d'action. Vous obtenez un sol absolument stérile et mort qui mettra énormément de temps à retrouver sa fertilité naturelle. Verdict, l'eau bouillante tue effectivement tout ce qu'elle touche. Mais c'est une méthode de terre brûlée qui cause des dommages collatéraux considérables à l'écosystème de votre jardin. Elle est inefficace contre les mauvaises herbes dotées d'un système racinaire profond et dévastatrice pour la fertilité du sol. Ce mythe est un exemple frappant de la façon dont une solution simple peut entraîner des problèmes majeurs. Le 18e mythe nous éloigne de la chimie et de la physique pour nous plonger dans le domaine de l'astrologie. Il s'agit des semis selon le calendrier lunaire. Des millions de jardiniers amateurs à travers le monde organisent leurs plantations en fonction des phases de la lune. On croit communément que les plantes semées en lune montante développeront mieux leur partie aérienne, tiges, feuilles, fruits, tandis que celles plantées en lune descendante concentreront toute leur énergie dans les racines, ce qui serait idéal pour les légumes racines. Il existe de véritables bibles détaillant chaque jour quand semer, quand repiquer, quand désherber, et quand il est même strictement interdit d'approcher du potager. Nous avons donc décidé de mener une expérience scientifique rigoureuse. Nous avons choisi des graines de radis, une culture à cycle de développement rapide. Nous les avons divisées en 2 lots absolument identiques. Le premier lot a été semé le jour le plus favorable selon le calendrier lunaire, en lune montante et en signe fertile. Le second lot, quant à lui, a été semé un jour catégoriquement défavorable, en lune descendante et en signe stérile. Les conditions pour les 2 parcelles sont identiques. Même terre, arrosage et éclairage similaires. Nous avons attentivement suivi le développement des plantes. Nous avons noté la vitesse de germination des semis, mesuré la taille de la rosette foliaire, et enfin, récolté à terme. Et qu'en pensez-vous? Le résultat a été absolument identique. Nous n'avons constaté aucune différence statistiquement significative, ni dans la germination, ni dans la vitesse de croissance, ni dans la taille et le poids des radis. Les radis semés un mauvais jour n'étaient en rien inférieurs à ceux plantés selon toutes les règles de l'agronomie lunaire. Pourquoi un tel constat? L'influence de la gravité lunaire sur la Terre est bien réelle. Elle provoque les marées. Mais l'idée que cette gravité puisse avoir un impact significatif sur la circulation de la sève dans une minuscule graine ou une plante ne trouve aucune confirmation scientifique. Des facteurs bien plus terrestres ont un impact bien plus important sur la future récolte. La qualité des semences, la fertilité du sol, la température, l'humidité et un entretien opportun.
Verdict: le calendrier lunaire pour le jardinier est un mythe basé sur la croyance et non sur des faits. Il peut servir d'organisateur pratique, aidant à planifier les travaux. Si vous vous sentez plus serein en plantant selon la lune, faites-le. Mais sachez que le facteur décisif pour votre récolte ne sera pas la position de l'astre nocturne dans le ciel, mais votre travail et une bonne agrotechnie. Mythe numéro 19, à la fois séduisant et odorant. Les œillets d'Inde repoussent tous les nuisibles du sol. Ces fleurs vives et peu exigeantes sont souvent appelées les nettoyeuses du potager. On conseille de les planter le long des bordures de plates-bandes, entre les rangs de pommes de terre, de choux et de fraises. On pense que l'odeur spécifique de leurs racines repousse les nématodes, ces vers microscopiques du sol qui endommagent le système racinaire de nombreuses cultures. On dit aussi qu'ils éloignent les vers fils de fer, taupins, le doryphore et même les taupes. Nous avons décidé de tester les propriétés protectrices des œillets d'Inde sur 2 cultures d'un problème. Premièrement, un carré de pommes de terre où l'année précédente de nombreux tubercules avaient été rongés par les vers fils de fer. Nous l'avons densément bordé de toutes parts et planté des œillets d'Inde entre les rangs. Deuxièmement, une parcelle de fraises où des signes d'infestation par les nématodes avaient été observés. Là aussi, nous avons planté des fleurs entre les pieds de fraisiers. Des parcelles témoins avec les mêmes cultures ont été laissées sans accompagnement floral. À l'automne, nous avons fait le bilan. La récolte de pommes de terre sur la parcelle avec les œillets d'Inde a été endommagée par les vers fils de fer exactement au même degré que sur la parcelle témoin. Les vers fils de fer, visiblement, n'ont prêté aucune attention aux fleurs parfumées. Quant aux fraises, les plantes atteintes de nématodes sont restées chétives et ont donné une faible récolte malgré la proximité des nettoyeuses. Le doryphore, lui aussi, survolait tranquillement les bordures fleuries et se posait sur le feuillage des pommes de terre. Alors, qu'en est-il? Il existe bien une base scientifique à ce mythe. Certaines variétés d'œillets d'Inde, principalement celles à petites fleurs, libèrent effectivement par leurs racines des substances appelées thiophènes, toxiques pour certains types de nématodes. Mais il y a 2 points importants. Premièrement, pour obtenir un effet, les œillets d'Inde doivent pousser à cet endroit en tant qu'engrais vert. Autrement dit, la parcelle doit être entièrement ensemencée avec eux pendant toute la saison. Et après cela, leur masse verte doit être incorporée au sol. Ce n'est qu'alors que la concentration des substances nécessaires atteindra un niveau capable de supprimer le ravageur. La simple plantation de quelques fleurs en bordure de parcelles n'apporte absolument rien. Et deuxièmement, l'odeur des œillets d'Inde n'a absolument aucun effet sur des ravageurs comme le ver fil de fer ou le doryphore. Verdict: les œillets d'Inde en tant que barrière vivante contre les nuisibles sont un mythe largement exagéré. Leur présence décorative ne protégera pas votre récolte. Un effet réel contre les nématodes ne peut être obtenu qu'en les utilisant comme culture d'engrais verts, ce qui demande du temps et une parcelle dédiée. Et pour clôturer notre marathon, voici le 20e mythe, sans doute le plus méditatif: tapoter les tiges de tomates pour une meilleure pollinisation. Ce conseil est un classique pour les cultures sous serre. On dit qu'en milieu clos, où le vent est absent et les insectes pollinisateurs sont rares, le pollen des étamines peine à atteindre le pistil de lui-même. Et pour faciliter ce processus, il faudrait chaque matin faire le tour de la serre et secouer délicatement les grappes de fleurs ou tapoter le tuteur auquel les plants sont attachés. Nous avons bien sûr décidé de vérifier l'efficacité de ce rituel matinal. Dans notre serre, nous avons sélectionné 2 rangées de tomates. Pour la première rangée, nous avons joué les brises légères chaque matin en secouant délicatement chaque grappe fleurie. La deuxième rangée a été laissée au repos complet, comptant sur le mouvement naturel de l'air et l'autopollinisation. Nous avons attentivement observé la formation des fruits sur chaque grappe. Et c'est là que la surprise nous attendait. Contrairement à la plupart des mythes précédents, celui-ci a fonctionné, et de manière très visible. Sur les plants que nous avions secoués, un nombre nettement plus élevé de fruits s'est formé. Les grappes étaient de pleines, pratiquement sans fleurs stériles,
ce qu'on appelle la coulure des fleurs, alors que sur les plants témoins, les manques étaient bien plus nombreux. Pourquoi un tel résultat? Tout s'explique par la structure de la fleur de tomate. Elle est hermaphrodite et autofertile, ce qui signifie qu'elle a besoin de son propre pollen pour former un fruit. Le pollen mûrit dans les étamines, qui forment un cône autour du pistil. Pour que la pollinisation ait lieu, le pollen doit simplement tomber de ce cône et atteindre le stigmate du pistil situé à l'intérieur. C'est précisément pour cela qu'une vibration est nécessaire. Dans la nature, c'est le vent qui effectue ce travail. Dans les serres industrielles, ce sont des bourdons introduits spécifiquement ou des vibrateurs électriques. Et dans notre serre de jardin, nous avons rempli ce rôle avec succès. Verdict. Ce n'est pas un mythe, mais une technique agronomique efficace. Un léger tapotement du tuteur ou le fait de secouer les grappes de fleurs aide réellement à augmenter le nombre de fruits formés sous serre ou même partant sans vent sur un balcon. Une méthode simple, gratuite et étonnamment efficace. Et maintenant, place aux résultats les plus surprenants de notre enquête. La véritable révélation a été l'apport de levure. Les plantes de ce groupe, non seulement n'ont pas dépassé les autres, mais elles semblaient même plus chétives. La raison est simple. Pour faire leur travail dans le sol, les levures consomment activement du potassium et du calcium, privant littéralement vos plantes de ces nutriments essentiels. Au lieu de les nourrir, vous leur créez une carence. Autre retournement de situation inattendu, l'iode. En microdose, il est en effet bénéfique pour les plantes. Mais la posologie conseillée sur Internet, quelques gouttes par seau, relève purement de la loterie. Une petite erreur de dosage, et vous vous retrouvez avec des brûlures toxiques des racines, comme nous l'avons constaté sur plusieurs de nos spécimens. La plante cesse alors sa croissance et tente de survivre au lieu de produire des fruits. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Contre toute attente, l'une des méthodes les plus simples s'est avérée la plus efficace. Une solution de savon noir ou de savon de Marseille contre les pucerons. Elle ne fait pas de miracle. Elle se contente de rincer mécaniquement les nuisibles et d'obstruer leurs orifices respiratoires. C'est économique, facile et efficace, à condition de l'appliquer au bon moment. Cela prouve que parfois, des solutions physiques simples sont bien plus performantes que la haute alchimie de jardinage. La conclusion principale de notre expérience est claire. Tout ce qui est populaire sur Internet n'est pas forcément bon pour votre potager. Souvent, derrière de belles promesses se cache une méconnaissance des lois fondamentales de la biologie et de la chimie. Avant de verser sur vos plantations le contenu de votre armoire à pharmacie, privilégiez toujours les pratiques agronomiques éprouvées. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si ce format vous a plu et que vous souhaitez d'autres vérifications honnêtes, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quel est le conseil de jardinage le plus étrange ou le plus inutile que vous ayez jamais entendu? Partagez-le en commentaire et créons ensemble une collection des mythes les plus incroyables.